C'est un beau week-end que nous partageons ici en Vendée à Montaigu. C'est la 36e édition du Printemps du Livre de Montaigu, placée cette année sous la présidence de Didier Decoing de l'Académie Goncourt. Plus de 150 auteurs réunis ici à Montaigu, et des auteurs tous styles, toutes générations confondues, pour un bel échange autour de l'amour des livres. Nous enchaînons ici les escales littéraires avec les auteurs qui nous rendent visite sur ce plateau, avec la complicité de Web TV Culture et du Crédit Mutuel Océan. Destin de femme, c'est ce que nous allons évoquer pendant une petite demi-heure avec trois invités. Sophie Talmen, merci beaucoup de votre présence. Malgré tout ce qui nous sépare, c'est aux éditions Albin Michel. Vous êtes une habituée de Montaigu, on vous y retrouve régulièrement. Zoé, on avait déjà eu l'occasion de se voir ici même. Vous êtes également dans l'actualité et également chez Albin Michel avec les Femmes du France, qui va être l'occasion d'évoquer pas mal de souvenirs maritime, entre autres. Et puis en revanche, une petite nouvelle. Allez, je vais vous mettre à l'épreuve, Séverine. Séverine Crescent, vous êtes primo-romancière. Vous êtes venue un peu en voisine, parce que je crois que vous êtes à Saint-Nazaire. Absolument, Vous n'êtes pas loin. très loin d'ici. Et vous écrivez votre premier roman aux éditions d'Alva, Nourrice, avec cette très jolie couverture pleine de sensibilité. Je me permets de commencer avec vous. C'est pas pour vous piéger évidemment, mais c'est pour rappeler que votre livre a été dans la sélection du prix Ouest. On va tout de suite rentrer dans le sujet de votre livre, Séverine. On va faire connaissance avec Sylvaine. Sylvaine, c'est une femme qui nourrit les enfants, parce que le sujet du livre, c'est bien ça, c'est le lait maternel, et comment pendant des siècles le lait maternel a été une marchandise en quelque sorte. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous embarquer sur cette thématique pour votre premier roman ? Alors j'avais surtout envie de parler de maternité et plus spécifiquement du lien d'attachement, du lien qui peut se tisser entre une femme et un nourrisson, on m'entend mieux comme ça. Et en même temps, je voulais pas que ce soit trop proche de moi. Moi-même, je suis maman, donc voilà, j'avais pas envie de raconter ma vie. Et j'ai croisé des nourrices, comme beaucoup d'entre vous, je pense, en littérature. Ce sont toujours des personnages secondaires qui sont vraiment à l'arrière-plan, mais cette notion m'a toujours interpellée. Je me suis demandé, mais qui étaient ces femmes ? Pourquoi est-ce qu'elles choisissaient de nourrir un enfant qui n'était pas le leur ? Donc je me suis intéressée au sujet, j'ai fait beaucoup de recherches documentaires, et quand j'ai compris l'ampleur du phénomène, voilà, qui s'est vraiment étalé sur des siècles, le côté aussi quasiment systématique en fait, ou systémique de cet allaitement mère-mère, je me suis dit que c'était un bon moyen pour aborder la maternité sous un autre angle, qui est vraiment voilà ce lien qui peut être créé non pas par un lien de sang, mais par un lien de lait en l'occurrence, puisque ces nourrices étaient des mères de lait. Sylvaine, on va la suivre avec son époux, avec leurs propres enfants. Et puis il y a aussi les enfants qu'on vient lui confier, notamment des enfants de la ville, puisqu'on va le comprendre, elle vit plutôt à la campagne. Vous faites le choix de nous emmener dans ce qui pourrait être considéré comme un conte. On reparlera tout à l'heure de votre écriture, mais vous faites aussi le choix surtout de ne pas donner de temporalité à votre histoire, ce qui veut dire que certains lecteurs pourront avoir envie de le placer au 19e siècle, d'autres pourront avoir envie de le placer plus à une époque médiévale ou plus proche. Ça, c'était un parti pris. Absolument. Je voulais pas écrire un roman historique, même si il y a des aspects vraiment historiques dans mon texte. Je voulais pas réduire en fait ce phénomène à un endroit précis ou à une époque précise, parce que voilà, ça s'est passé pendant des siècles, et puis ça se pratique en fait encore aujourd'hui. Donc il y a des cultures dans lesquelles on vend encore son lait, même aujourd'hui sur Internet, il y a un marché noir autour du lait maternel. Et puis ce côté conte m'a permis aussi de faire intervenir ou d'introduire des éléments merveilleux qui laissent une grande place à la nature. Donc ça, c'était aussi vraiment important pour moi. Vous expliquez le côté marchand, et ce qui veut dire qu'il y a aussi des zones d'ombre dans toute cette histoire, et il y a des personnages auprès de Sylvaine qui sont des personnages qui vont exploiter outrageusement ces femmes qui vendent leur lait. Et puis vous racontez aussi ces mères qui sont obligées de se séparer de leurs enfants pour justement les donner en nourrice. Oui, et c'est ça qui est très frappant, je trouve, dans ce phénomène, c'est que finalement, les femmes n'ont pas le choix. Leur corps est vraiment contrôlé par d'autres qu'elles-mêmes, et elles doivent subir des séparations qui sont clairement des déchirements, que ce soit du côté de la mère biologique, qui ne voit pas son propre enfant pendant plusieurs années, et également du côté de la nourrice, qui s'attache évidemment à l'enfant, mais qui doit le rendre à un moment donné aussi à la famille. Et donc c'est vraiment ces destins particuliers qui m'ont... que j'avais envie de mettre en chair, parce que même si on connaît le phénomène, tant que c'est pas incarné, j'ai envie de dire, dans une histoire singulière, une personne avec un caractère, c'est difficile de se rendre compte de ce que ça pouvait représenter.
Je reviendrai vers vous dans un instant. Vous nous parlerez aussi de l'écriture que vous avez choisie. Zoé Brizibi, je me tourne vers vous. Changement de registre complet, hein, puisqu'on passe de ce sujet à votre histoire. Les femmes du France, avec cette belle couverture. Là, vous nous emmenez dans les années 70. Les années 70, et plus précisément 1974. C'est une histoire qui va parler à nombre de personnes présentes ici. 1974, c'est la fin d'une grande et belle histoire. C'est la fin du paquebot France. On se souvient les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Le bateau part de New York pour ce qui est sa dernière croisière et c'est un fait avéré, un fait authentique. Avant d'accoster au Havre, il y a une sorte de mutinerie. Les hommes de bord décident de s'emparer du bateau. C'est le point de départ de votre roman et à partir de ça, vous allez nous raconter une intrigue puisque il y a Alice qui va disparaître. Alice qui travaille à bord du bateau et qui va disparaître. Comment avez-vous découvert cette histoire de cette mutinerie du paquebot France? Eh bien, en fait, après mon triptyque américain, où j'ai exploré vraiment l'âge d'or des États-Unis à travers 3 moments clés, j'ai eu envie de m'intéresser à la France. Et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, la France? Puis à force de tourner, j'ai dit la France, le France. Et je me suis dit, tiens, voilà, ça c'est symbolique. Et puis c'était un petit peu rigolo pour moi parce que c'était revenir des États-Unis pour aller en France, à bord du France, pour cette traversée vers le Havre. Et donc je me suis intéressée au paquebot. Et là, j'ai eu cette histoire de mutinerie qui est venue. Je trouve que c'est assez incroyable, une mutinerie au XXe siècle. Surtout qu'on l'a un peu oublié cette histoire. Hein, mais complètement. Mais c'est un peu mon credo, ça. J'aime bien avoir un fait historique méconnu que je vais mettre en lumière et avec des héroïnes fortes à chaque fois qui prennent en main leur destin. Et donc là, cette mutinerie, on l'a oubliée aujourd'hui. Même les gens qui l'ont vécu, en fait, c'est un petit peu passé comme ça. Pourtant, ça a occupé vraiment l'espace, l'actualité du moment. À l'ORTF, avec cette chaîne unique à l'époque. Et donc, j'avais envie de mettre en lumière ce combat de cette poignée de marins qui savaient ce combat perdu d'avance, mais qui au final ce sont vraiment des magnifiques perdants parce qu'ils ont perdu, mais avec un tel panache, avec une telle dignité, que je trouvais qu'il fallait vraiment les mettre en lumière. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est le décor, c'est le cadre général de votre roman, parce que si vous rendez hommage aux marins qui ont fait cette mutinerie, votre credo, votre leitmotiv, c'est aussi de parler des femmes et de la place des femmes dans la société et de comment les femmes, peu à peu, ont pu peut-être gagner une place différente. Et les personnages que vous nous présentez ici, elles doivent aussi se battre d'une certaine façon. Alors il y a Alice qui disparaît mystérieusement, et puis 3 autres femmes qui, au cœur de ce tumulte qu'est la mutinerie, vont mener une sorte d'enquête pour savoir ce qu'est devenue Alice, ce qui va être l'occasion de rencontrer Rose, Charlie et Jane qui sont toutes les trois à bord du bateau. Oui, en fait, c'est une double intrigue, une double disparition, ce roman. La disparition du paquebot et la disparition d'Alice. Et ça me permettait d'explorer différents niveaux sociaux. Et ça, j'adore. Moi, je m'intéresse beaucoup au système de caste. Et là, on a donc Alice et Rose qui sont des femmes de chambre, qui sont des femmes de l'ombre, des petites mains que l'on ne voit pas, qui ne sont pas destinées à être vues, mais qui sont essentielles. On va voir Charlie qui, elle, est plus forte, plus indépendante et qui est une coiffeuse à bord. Et après, on a Jane qui est la riche passagère de première classe, qui a accès à un haut niveau social, qui peut parler au commandant, qui peut dîner avec le commandant. Et chacune à leur niveau, elles vont enquêter pour trouver ce qui a pu se passer pour Alice et chercher Alice. Votre idée, c'est aussi de confronter des femmes qui finalement n'ont pas grand-chose en commun et puis de les mettre face à face sur un sujet qui va les réunir. Oui, alors là, il y a une sorte d'ironie dramatique parce qu'en fait, nous, lecteurs, on sait qu'elles sont liées, mais on ne sait pas par quoi et surtout, on sait qu'elles ne veulent pas qu'on découvre leur lien. Et donc, au fur et à mesure qu'elles avancent sur leur enquête, on va découvrir ce lien. On sait qu'elles ont un secret dans le passé et qu'elles sont prêtes à tout pour que ce secret reste enterré. Vous avez parlé précédemment de quelques-uns de vos précédents livres, et notamment ce triptyque américain, où là aussi les femmes étaient à l'honneur. Je le disais, c'est une sorte de leitmotiv, c'est votre envie de parler des femmes et de l'évolution de leur place dans la société. Vous parleriez-vous d'une écriture un peu militante vous concernant, même si vous privilégiez le plaisir de lecture ? En fait, je dirais que ce sont des romans qui sont donc historiques, féminins et féministes, mais pas forcément militants dans le sens couteau entre les dents, quoi. Non, là, ce que je veux, c'est faire avancer la cause, faire avancer les mentalités. Et je trouve que
l'histoire nous permet un recul et un écho qui est hyper intéressant pour nous. Donc, à travers le triptyque américain, on passe des années 30 aux années 50, aux années 60. Et là, je continue avec les années 70 en France. Et 70, c'est quand même très marquant aussi, parce qu'en 74, il y a le début de Simone Veil. Il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place. Et effectivement, j'aime que mes héroïnes soient fortes, mais qu'elles soient dans des carcans. Et elles vont essayer de se libérer. Mais c'est pas militant dans le sens où c'est manichéen. Parce que dans mes romans, il y a des vraies méchantes. Voilà, c'est vraiment, il y a des vraies méchantes pour montrer que voilà, chez les femmes aussi, hein, on en connaît toutes malheureusement, il y a des pestes, hein, on en a. Donc ça, c'est dans les deux sexes, il y a des gentils, il y a des méchants. Donc en fait, elles sont très nuancées, mes héroïnes aussi. On va reparler dans un instant de votre vision de ces années 70-75 et de ce bateau, le France, que vous évoquez dans votre livre. 1974 d'un côté, 1944 de l'autre, puisque Sophie Talmen, vous faites le choix de nous emmener alors. On va se mettre tout de suite d'accord, il ne s'agit pas d'un roman historique à proprement parler, même si effectivement l'intrigue se passe en 1944. On va se retrouver sur cette île de Groix que nous avons déjà évoquée précédemment avec votre amie Lorraine Fouché. C'est aussi une île que vous affectionnez. Et votre personnage, c'est Rose. Rose, elle est sage-femme sur l'île de Groix. La guerre est là, bien évidemment, et Rose va être confrontée à des difficultés parce que eh bien, les officiers allemands sont là, l'armée allemande est présente sur l'île, et sa vie va en être bouleversée. Présentez-nous votre personnage de Rose. Donc effectivement, ça se passe sur l'île de Groix, 1944. Il faut savoir que dans cette région de l'Orient, il y avait ce qu'on appelait la poche de l'Orient, qui était une poche de résistance allemande. Et à la fin de la guerre, l'étau s'est resserré autour de l'Orient. Ça inclut l'île de Groix et l'île de Belle-Île. Et les habitants avaient vraiment l'impression d'être oubliés, comme quoi jamais leur territoire serait libéré. Et ça m'a intéressée. Moi qui connais mon petit paradis qu'est l'île de Groix, j'ai appris à quel point ça avait été l'enfer sur l'île. Moi, en parallèle, je suis médecin et un jour, au cabinet est arrivée une de mes patientes, Simone, qui avait une gouaille pas possible. C'était Simone avec 2 N. Et la question que je lui ai posée, c'est « Ah tiens, Simone avec 2 N, c'est original ». Et j'avais en face de moi quelqu'un de très bavard qui m'a raconté son enfance sur l'île de Groix, justement durant la poche de l'Orient, comme quoi c'était son grand-père qui, à l'âge de ses 3 ans, l'avait déclarée à la mairie, qui avait tardé à la déclarer. Elle m'a raconté comme quoi il y avait la famine sur l'île. L'île peinait à être ravitaillée par la Croix-Rouge durant cette poche. Les habitants mouraient de faim. Certaines femmes et enfants étaient évacués en Bretagne, dans les petits villages du centre-Bretagne. Il y a eu énormément de solidarité à cette époque. Du jour au lendemain, ces gens du centre-Bretagne ont vu arriver des bus entiers de Groisillons, donc les habitants de l'île de Groix, de Lorientais, des gens de la Nester qu'ils ont dû héberger pendant quelques mois dans leur ferme où il y avait à manger. Bref, en quelques minutes, elle m'a raconté plein d'anecdotes et je me suis lancé le défi pour la première fois d'écrire un roman historique. C'est mon 11e roman et c'est le seul roman historique. Je lui ai fait un petit clin d'œil à cette Simone parce qu'il y a un personnage de Simone, une petite fille, qui n'est pas son histoire, mais c'est le petit clin d'œil. Et comme j'aime bien mettre en scène des soignants, la vraie Simone m'avait parlé d'une sage-femme, l'unique sage-femme de l'île. Et voilà, j'ai inventé le personnage de Rose, donc sage-femme sur l'île, qui, à la différence des autres habitants, elle a un laissez-passer, et après le couvre-feu, elle peut continuer à se balader dans l'île, et elle s'immisce au cœur des familles, proches des femmes, forcément, sage-femme. Elle fait naître des bébés dans cette situation compliquée. Et elle fait naître les bébés, mais elle va au-delà, elle veut savoir ce qu'ils deviennent. Elle s'inquiète pour eux, forcément. Et voilà, grâce à Rose, on va en apprendre plus sur la situation sur l'île, plus sur la situation de la femme à cette époque. Voilà. Alors, je vais me permettre d'aller un petit... Je parle, je suis bavarde, moi aussi. C'était très bien, c'est pour ça que je vous ai laissé dérouler, je vous ai laissé faire le pitch, cet horrible mot pour dire résumé. J'ai du mal à me tourner parce que vous êtes... voilà, regardons-nous les yeux dans les yeux.
J'ai mal à la Sophie, tête. on disait donc 1944, vous parlez de l'île à cette période-là, mais c'est vrai que de toute manière, la vie insulaire est très différente de ce qui se passe sur le continent, et encore plus pour ceux qui sont chargés d'y apporter la médecine. Vous faites le choix d'une sage-femme. Pourquoi? Parce que vous auriez pu en faire une infirmière, vous auriez pu en faire une femme médecin. Pour la femme que vous êtes, mettre en scène une sage-femme, c'est quoi? Pour toutes ces raisons-là, déjà, moi, j'aime bien dépeindre les soignants. J'avais jamais eu personnage principal de sage-femme. Grâce à la vraie Simone, je savais qu'il existait l'unique sage-femme sur l'île. Ça me permettait, grâce à ce personnage, de m'immiscer dans la vie de toutes ces familles, d'être proche de la femme, de parler de maternité, moi aussi, à cette époque. Et c'est une époque où il y a très sombre, mais où il y a des belles histoires dans cette triste histoire, puisque en temps de guerre, je pense que les émotions sont plus fortes. On va aimer plus fort, on va détester plus fort. Les liens vont être très forts. Voilà. Alors il y a le cadre historique, il y a le cadre de l'île de Groix, parce que le décor est un personnage à proprement parler. Et puis il y a Rose qui a construit son quotidien pour être au plus près des femmes qui sont en situation d'accoucher. Et puis il y a la guerre qui est là, et il y a cette histoire où sa maison est réquisitionnée. Et ça va tout faire vaciller dans la vie de Rose, puisque des officiers allemands vont venir occuper son quotidien. Oui, donc grâce à cette vraie Simone qui me raconte plein d'anecdotes, elle me parle, et ça j'ignorais, alors que je connais par cœur cette île, qu'à la fin de la guerre a été construit un hôpital de fortune, fait de quelques baraquements. Voilà. Il y avait plus de 300 blessés. Ça a été construit par les Allemands, cet hôpital. 300 blessés allemands. Après le débarquement, ils affluaient. Une dizaine de soignants pour soigner 300 blessés. Et donc, ils ont demandé aux habitants de Groix, ils les ont forcés à contribuer à la création de cet hôpital, à donner des draps. Ils n'avaient déjà rien, mais bon, des draps, des lits, accueillir les soignants également. Et donc, je l'ai intégré dans mon histoire. Donc, Rose, qui a son quotidien un peu difficile, qui vit avec son papa, elle est célibataire. Elle se voit contrainte d'héberger 2 soldats ennemis à la création de cet hôpital-là. Bien sûr, à contre-cœur, elle est obligée d'accepter. Et dans les 2, il y en a un très antipathique, vraiment. Il n'est pas très respectueux des lieux. Et l'autre, elle va l'intriguer, Rose, parce qu'il va être complètement différent. Il va avoir beaucoup de douceur et on va voir qu'il est très gêné d'être intégré dans cette maison-là. Il va même faire des petits cadeaux à sa façon, laisser des choses à manger sur la table. Et ça, petit à petit, on va apprendre qui est ce Joseph. Et toutes les certitudes de Rose vont finir par vaciller une à une. Voilà. Et c'est pour ça, Sophie, vous le présentez comme un roman historique. Et moi, j'avais dit en préambule que ce n'était pas forcément un roman historique parce que c'est un sujet très intemporel que vous allez évoquer entre Rose et ses personnages officiers. C'est que faire lorsque nos certitudes vacillent? Que faire lorsque ce que l'on pense être une réalité, une vérité s'effondre? Et ça, ce sont des choses que chacun peut être amené à vivre à certains moments de son existence. De toute façon, l'amour est un sujet universel. Mon sujet préféré, d'ailleurs. Et puis, c'est vrai qu'en temps de guerre, il y a 2 camps. On est alliés ou on est ennemis. On n'est pas entre les deux, de toute façon. C'est noir, c'est blanc. Et là, au fil de l'histoire, j'apprends que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, pour des raisons que je ne peux pas vous spoiler, parce qu'il y a beaucoup de mystères qui tournent autour de Joseph. Voilà, ça s'est révélé au fil de l'histoire. Bon, dites donc, Sophie, on a pitché, on a spoilé, il va falloir qu'on revoie un peu notre vocabulaire français quand même, hein, qu'on se remette un peu à la page. Vous le disiez, c'est la première fois que vous placez vos personnages dans un cadre dit historique. Vous y avez pris goût, me semble-t-il. Cela vous donne-t-il des envies pour de futurs romans ? Ça me donne une liberté. C'est vrai que quand Simone est arrivée un matin d'hiver dans mon cabinet, franchement, elle a refermé la porte, je me suis lancé le défi. Je dis, c'est maintenant que je dois écrire cette histoire, à l'heure où j'ai encore des témoins de cette période. Dans quelques années, malheureusement, ils ne seront plus là, donc il y avait une urgence. Et je ne savais pas si j'allais aller à bout de l'histoire, mais voilà.
Donc un jour peut-être, j'y ai pris goût. Bon, on va suivre ça de près pour la suite de vos publications. Zoé, on revient en 1974 avec le paquebot France. Quels sont les outils que vous avez pu utiliser? Parce que des images, des documents sur le France, il y en a beaucoup. Cette histoire de mutinerie, on l'a dit, est déjà quelque peu oubliée, mais il y a encore des traces. Mais votre envie, c'était aussi de parler plus largement de cette période de bouleversement que sont les années 1974-1975, le décès du président Pompidou, l'arrivée de nouvelles têtes politiques comme Simone Veil. Comment avez-vous travaillé ce matériau? Alors là, ce qui était bien, c'est que j'avais beaucoup de matériel. Ça, c'était chouette. Et en fait, comme d'habitude, en fait, dans le roman, ce que vous avez, c'est environ 10% de mes recherches. Parce que je veux toujours qu'il y ait un vrai équilibre entre la vérité historique, le cadre historique qui est authentique et qui est vraiment très carré chez moi, et un vrai plaisir de lecture. Et donc, moi, je me suis vraiment plongée dans les journaux de bord du France, qui sont assez savoureux, parce qu'ils racontent tout, mais alors vraiment tout. Et alors, on voit le désir de bien faire. En fait, sur le France, on ne travaillait pas, on œuvrait. Vraiment, c'était une dévotion particulière sur le France. On était fiers du France et on était fiers de la France. Et donc, ces journaux de bord, ça allait, ils râlaient même. Alors, ils disaient la taille des balles de ping-pong n'est pas bonne. Vraiment. Et donc, ils râlaient pour avoir d'autres balles de ping-pong. Ils parlaient aussi des petites cuillères qui disparaissaient beaucoup, hein, les touristes qui se servaient. Franchement, j'aurais fait la même chose. J'aurais piqué une petite cuillère aussi. Et donc, il y a toutes ces petites choses-là. Il y avait les archives de l'INA. Et ça, c'est assez incroyable aussi de voir l'époque, et notamment le syndicaliste qui va mener la mutinerie. Le vrai syndicaliste s'appelle Marcel Rollin, et moi, je l'ai changé dans mon roman pour plus de liberté. Et alors, lui, il a une gouaille, et c'est assez incroyable de retrouver ça. Et nous, on les a plus, en fait. C'est un peu l'équivalent du taisez-vous, El Kabash. Ouais, c'était bien, c'est vraiment ça, quoi. Et donc, en fait, j'avais toutes ces archives-là. Il y a évidemment tout ce qui se passe au Havre. On peut accéder encore on peut avoir accès au nez du bateau qu'on peut voir encore au Havre, et à certaines pièces de mobilier. Et donc, ça, et des témoignages. Parce que c'est fou, les gens qui ont eu la chance de faire une traversée ou de voir le France, puisqu'ils se visitaient aussi quand il était à quai, s'en souviennent. Et là, ça me fait plaisir quand j'ai des gens qui viennent me voir et dire « Ah oui, mais moi, mon papa était cuisinier sur le France, ma grand-mère était femme de chambre. » Et donc, je vois qu'il y a une espèce de transmission qui est vraiment émouvante. Et puis, il y a toujours cette nostalgie, quoi. Vraiment, c'est... L'année 74, c'est le début du choc pétrolier, et c'est le début de la crise. Et avant, mais la France d'avant, enfin, elle avait l'air quand même super cool. Tout allait bien, c'était l'industrialisation à tout va. Tout le monde avait un emploi. Ils étaient tous vraiment dans une espèce de dynamisme, d'optimisme qu'on a complètement perdu. Un savoir-faire que l'on a perdu, puisqu'à bord du France, tout était français, quoi. C'était vraiment... Mais alors justement, Zoé, vous parlez de cette nostalgie des Trente Glorieuses, cette nostalgie des années 70 que vous-même n'avez pas connue. Mais alors justement, pour vous qui vous intéressez aussi à l'évolution de la place des femmes dans la société, avez-vous l'impression qu'on peut quand même s'abriter sur c'était mieux avant? Non, parce qu'en fait, j'espère qu'on est toujours en constante évolution et qu'on fait toujours mieux. Mais... la place de la femme n'était pas enviable non plus. Mais bon, évidemment, on a fait des progrès. Hein, parce que maintenant, qui accepterait d'être speakerine aujourd'hui? Je pense pas. Hein, même si Denise Fabre, elle avait quand même une place et tout ça. Mais moi, mes femmes, à chaque fois, elles sont fortes, et elles vont faire évoluer vraiment la place de la femme. Et moi, j'espère qu'à mon humble niveau, j'essaye de me poser quelques jalons au fur et à mesure. Mais donc, la place de la femme dans les années 70, c'était pas génial non plus, puisque voilà, c'est le début de l'avortement, tout ça. Mais il y a un certain, c'était mieux avant. En fait, il y a une nostalgie. Il y a une nostalgie, et j'espère qu'on la retrouve quand même aussi dans le roman, parce que il y a un côté vraiment où c'était la France qui marchait. Et c'est comme si avec la fin du France, c'était la fin de la France
telle qu'elle était avant, quand ça fonctionnait en fait. Alors, une nostalgie heureuse pour reprendre un titre Oui. d'Amélie Nothomb. J'ai commencé avec vous, Séverine Crescent, et je termine avec vous, puisque je rappelle que vous êtes primo-romancière et que vous étiez dans le Prix Ouest. Et puis, j'avais envie que vous ayez 2 marraines pour votre première participation au Salon du Livre de Montaigu. On a parlé de votre titre Nourrice avec Sylvaine, cette femme qui vend son lait maternel. Mais je veux qu'on parle aussi de votre écriture, parce que lorsque nous avons délibéré avec les autres membres du jury du Prix Ouest, ça c'est beaucoup revenu, la qualité de votre travail d'écriture. Vous avez parlé de l'esprit du conte dans lequel vous avez placé votre intrigue, et puis vous avez aussi eu envie dans votre écriture d'emprunter au conte. Comment avez-vous travaillé votre musique d'écriture? Alors, je l'ai beaucoup travaillé, hein. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Également, en tant que lectrice, souvent, je choisis mes livres en lisant la première page, ben voilà, pour voir quelle est la voix de l'auteur. Donc, je cisèle, hein, vraiment mon texte, et quand j'écris, souvent, eh ben, les mots me viennent évidemment pour leur sens, hein, mais ils me viennent aussi beaucoup pour leur rapport de sonorité. Donc, j'aime beaucoup les allitérations, les assonances, les images. C'est assez poétique, hein, en quelque sorte. Et pour moi, ça fait vraiment partie du plaisir de la lecture. Oui, j'y attache vraiment. Je passe beaucoup de temps, hein. Parfois, je peux passer une demi-heure à chercher un mot, mais ça me procure beaucoup de joie. Et pour qu'au final, j'ai vraiment l'impression que la phrase, elle est pesée, elle est voilà, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à ajouter. Je suis aussi très attentive à la ponctuation. J'ai un côté un peu obsessionnel, on va dire, à ce niveau-là. 2 questions en une. Combien de temps pour mettre au point ce livre, pour arriver au point final? Et puis, êtes-vous déjà sur un autre projet d'écriture? Alors, le temps d'écriture, c'était 2 ans et demi, mais en fait, ça s'est étalé sur 5 ans parce que j'ai vécu une deuxième grossesse, donc je me suis arrêtée d'écrire à ce moment-là. Et le deuxième projet, oui, bien sûr. En fait, j'avais déjà l'idée avant d'avoir terminé le manuscrit de Nourrice, donc un projet qui me taraude. Je manque un petit peu de temps en ce moment pour écrire, mais on le sait, hein, on écrit aussi sans écrire véritablement. Donc voilà, les personnages qui seront de nouveau des personnages féminins prennent chair et épaisseur dans ma tête. Alors, on espère vous revoir très prochainement à Montaigu. En tout cas, 3 livres que vous allez dévorer, que vous allez apprécier. Votre actualité, donc Séverine Cresson, ce qui est votre premier titre aux éditions d'Alva, ça s'appelle Nourrice. Merci Zoé Brisby de nous avoir permis d'embarquer à vos côtés sur le France et de revivre ces années 1975 avec vos personnages, parce qu'il y a aussi le plaisir de cette intrigue, hein, avec ces femmes qui sont à la recherche d'Alice. Ça s'appelle Les Femmes du France, c'est chez Albin Michel. Et puis Sophie Talmen, un livre magnifique qui nous emmène donc sur les routes de l'île de Groix. Ce personnage de Rose, on le garde longtemps en mémoire. Moi, je trouve que ça pourrait faire un très beau personnage de film, parce que les images sont là, et puis on s'attache énormément au côté romanesque de cette histoire. Malgré tout ce qui nous sépare, c'est aux éditions Albin Michel. Grand merci à toutes les 3. Merci. Et puis merci à vous de Merci votre à vous. présence.